Alors comme je disais, c'est la dernière séance et du coup on va finir et on va continuer un peu sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc la dernière fois je vous avais parlé qu'il y avait ces asymétries morales, encore une fois c'est une sorte de mode, hein. Mais il y avait ces asymétries morales dans le domaine du bonheur où les gens avaient l'impression que la personne qui était plus vertueuse, meilleure moralement, avait une meilleure vie, était plus heureuse que la personne qui était vicieuse. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, le petit type qui est gardien dans une école et qui soit aide les enfants en difficulté, soit va voler les affaires des étudiants dans les casiers, etc. Et on avait aussi le même type de choses pour l'amour, où voilà, les gens avaient du mal à dire que quelqu'un aimait vraiment quelqu'un qui était moralement mauvais, mais n'avait aucun problème pour dire que cette personne désirait passionnément la personne qui était moralement mauvaise. Et ces asymétries, elles vont rencontrer d'autres phénomènes, d'autres problèmes qu'on trouve dans le domaine de la question de l'identité personnelle. Donc là, je vais démarrer sur l'identité personnelle, puis je finirai sur un peu ce que les deux thèmes ont en commun, qui était le papier que je vous ai donné à lire pour aujourd'hui. Donc quelques concepts de base pour rappeler, mais je pense que c'est assez évident, quand on parle du problème de l'identité personnelle en philosophie, on parle de savoir qu'est-ce qui fait que A et B sont numériquement la même personne. Donc on distingue souvent l'identité numérique de l'identité qualitative. Deux choses sont identiques qualitativement si elles ont les mêmes propriétés. Donc elles sont absolument qualitativement identiques si elles ont toutes les mêmes propriétés, et elles sont partiellement qualitativement identiques si elles partagent certaines propriétés. Par exemple, vous êtes tous identiques au sens où vous avez la propriété d'être humain. Vous êtes qualitativement identiques sur ce point de vue-là, mais vous êtes numériquement séparés. Vous voyez? Oui. Est-ce qu'on peut jamais avoir la propriété d'être un espace-temps donné? Alors, du coup, oui, ça pose des questions de qu'est-ce qui compte comme des bonnes propriétés. Enfin, si on considère que ça doit être toutes les propriétés, ben, il y a au moins une propriété qui ne peut pas être... Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, on pourrait dire, voilà, quelqu'un qui est habité par deux consciences. On pourrait avoir une expérience scientifique comme ça. Voilà, deux consciences ont été injectées dans le même corps, elles sont spatialement au même endroit. Mais oui. Alors ça, la question que vous posez, elle revient à la question que je vais dire après, justement. La question que je voulais aborder, c'est donc là, j'ai distingué identité numérique et identité qualitative, mais il y a un vieux débat en philo dans lequel je ne vais pas entrer, de savoir est-ce qu'on peut réduire l'identité numérique à l'identité qualitative. Et donc ça, c'est le débat sur ce qu'on appelle le principe des indiscernables, hein, qui est défendu par des gens comme Leibniz. C'est l'idée que si deux choses sont qualitativement identiques, alors elles sont numériquement identiques. Hein, c'est l'idée que Leibniz défend vraiment, cette idée sur laquelle il n'existe pas deux choses, il est impossible qu'il existe deux choses qui soient numériquement distinctes, mais qualitativement identiques. Et les discussions autour de ce principe, elles amènent à se poser quels sont les types de propriétés qui sont pertinentes. Parce qu'on pourrait dire, voilà, une chose qui est vraie, c'est que par exemple, si vous postulez comme certains théologiens médiévaux qu'il y a une propriété, il y a la floriancovaéité, voilà, et moi j'incarne la floriancovaéité à la perfection, j'ai cette propriété, ça devient un petit peu trivial, vous voyez que bon, deux objets distincts numériquement ont aussi des propriétés différentes, quoi. Donc la discussion du principe, et donc par exemple on peut se demander, est-ce que quand on formule ce principe des propriétés des indiscernables, est-ce que les propriétés spatio-temporelles sont pertinentes? Alors il y a des gens qui défendent non, c'est l'idée que c'est vraiment fort, c'est que c'est que les qualités inhérentes à l'objet qui sont pertinentes. Par exemple, qu'il ne peut pas exister deux sphères parfaitement identiques dans le monde, sinon ce serait la même sphère. Qui est un principe assez fort, quoi. Est-ce que ça répond un peu à la question? Ouais. Comment? Leibniz défend le principe des indiscernables, ouais. Le très très fort, ouais, le très très fort. Vous savez, il y a cette légende que Leibniz aurait amené je ne sais quelle dame de la noblesse dans un jardin pour leur faire constater qu'elle ne trouverait jamais deux feuilles parfaitement identiques par terre, etc., qu'il y a toujours un détail qui permet de distinguer les feuilles, etc. Donc ça, c'est Leibniz instruisant, expliquant le principe des indiscernables, de l'identité des indiscernables. Voilà, c'est ça. Mais donc là, il n'y a pas, je ne vais pas parler de ça. La question, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que justement qu'une personne est numériquement la même personne à deux moments de sa vie? La plupart du débat philosophique porte là-dessus. Parce que justement, ce qui est plus étonnant, c'est ça, c'est que si vous prenez vous à 5 ans et vous à maintenant, vous êtes qualitativement assez dissemblables hein, de ce que vous étiez à 5 ans, mais vous êtes la même personne en un certain sens. Hein. Donc il y a une dissimilarité qualitative, clairement, hein, il y a des différences qualitatives, mais on dit que vous êtes la même personne, il y a une identité numérique, et la question c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne est numériquement la même qu'elle était quand elle avait 5 ans hein, qui est une question
qui formulé tel quel, apparaît surtout à l'époque moderne, mais on trouve déjà des traces dans la philosophie antique de questionnements un peu comme ça. Par exemple, dans le banquet de Platon, il y a un passage où il dit, voilà, mais toutes les parties de notre corps sont remplacées au cours de notre vie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on est la même personne? Donc il y a un certain nombre de théories philosophiques autour de l'identité personnelle. Encore comme pour les théories de l'art, ce sont vraiment des grands types de théories, parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs façons de les spécifier. Les deux grands contenders, les deux grandes théories majeures qui sont discutées par les philosophes, c'est les théories psychologiques et les théories physiques. L'idée des théories psychologiques, c'est que l'identité personnelle, elle requiert une certaine forme de continuité psychologique. Alors la continuité psychologique, ça peut être beaucoup de choses, mais la forme la plus célèbre et la forme la plus connue de la théorie de l'identité en termes psychologiques, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de chaîne de souvenirs qui vous relie à différents moments de votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui la même personne que celle qui s'est coincée les doigts dans la porte à 10 ans? C'est que la sensation de se coincer les doigts dans la porte à 10 ans, c'est ça qui a donné naissance au souvenir de s'être coincé les doigts dans la porte à 10 ans que vous avez aujourd'hui. Donc bien sûr, l'idée c'est qu'il n'y a peut-être aucun souvenir qui vous traverse depuis votre enfance, mais vous partagez des souvenirs avec votre vous de 10 ans, et votre vous de 10 ans partagez des souvenirs avec le vous d'il y a 5 ans, et quand vous aviez 5 ans, vous avez sûrement des souvenirs qui dataient de quand vous aviez 2 ou 3 ans, etc. Donc vous voyez une sorte de chaîne qui se tisse au fur et à mesure et qui assure une certaine continuité. Et on peut imaginer qu'à la fin, vous n'ayez plus aucun souvenir de ce que vous étiez au début, mais il y a quand même, à chaque étape, il y a un lien. Il y a un lien psychologique qui n'est jamais complètement rompu. Vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est des choses qui sont défendues par des gens comme Locke, c'est assez connu. Et l'adversaire principal des théories psychologiques, c'est ce qu'on appelle les théories physiques. Les théories physiques, c'est l'idée que ce dans quoi se bâtit l'identité personnelle, c'est avant tout dans l'identité de l'organisme, du corps qui supporte cet individu. Donc ce n'est pas ce qui se passe dans votre tête, c'est le fait que votre corps reste le même au fur et à mesure des époques. Donc vous n'avez peut-être pas de souvenir quand vous étiez quand vous étiez un enfant, mais le corps que vous avez aujourd'hui, c'était déjà celui que vous aviez à la naissance. Et c'est là-dedans que s'appuie l'identité personnelle. Alors, les théories physiques, il y a quand même pas mal de problèmes, je pense que vous pouvez les voir. Souvent, c'est là où les théories psychologiques triomphent un peu des théories physiques, c'est déjà ce que disait Locke, c'est de dire, oui, mais en fait, on imagine très bien des cas où les gens échangent leur corps. Ce n'est pas des trucs qui datent de la science-fiction du XXe siècle. Locke et Leibniz s'engueulaient déjà sur des expériences à partir de ça. Alors, en gros, ils citent Apulée, Landor, tous ces trucs-là. Ils disent, voilà, on a l'impression que dans Landor d'Apulée, quand la sorcière change complètement le corps du personnage principal pour qu'il devienne un âne, mais qu'il garde tous ses souvenirs, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de continuité corporelle, mais c'est clairement le même type, parce qu'il a toujours les mêmes pensées, les mêmes souvenirs, les mêmes envies, etc. Et un autre problème, surtout des théories physiques, c'est que, du coup, ça voudrait dire que vous pouvez mettre une croix sur la vie après la mort. Ça n'a juste pas de sens, en fait. C'est à partir du moment où votre corps vous lâche, vous n'êtes plus vous-même. Donc si vous n'êtes plus vous-même, vous ne pouvez pas survivre dans un sens qui est meaningful, vous voyez, dans un sens qui a de l'importance. Parce que voilà, si survivez quelque chose après la mort, vu que vous n'avez plus de corps après la mort, vous ne seriez plus vous-même. Alors bien sûr, ça évite, dans le catholicisme, on ressuscite le corps, etc., mais en fait, ça, la plupart des catholiques ne le savent pas en vrai. Le catholicisme vulgaire, c'est quand même l'idée qu'on va vivre après la mort dans un paradis, etc. Mais effectivement, dans la base de la chrétienté, le corps allait ressusciter. Mais vous voyez, beaucoup de versions de la vie après la mort sont quand même écartées par la théorie de l'identité physique, quand même. On est obligé justement de recourir à l'idée d'une résurrection corporelle, quoi. Et après, ça se pose la question, alors là, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on pourrait partir très loin, mais il y a des questions qui se posent. Comment est-ce que tout le monde pourrait avoir le même corps lors de la résurrection? Le corps d'avant. Ouais. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce qu'il faut que ce soit le même corps pour qu'il y ait une continuité physique. Alors ouais, du coup... du coup, l'idée, c'est comment on fait... Alors, il y a des théologiens qui réfléchissent à ça. L'idée, c'est qu'en fait, Dieu rembobine votre corps, en fait. Votre corps subit les altérations en sens inverse, puis... Donc, c'est le même corps, c'est juste qu'il va en sens inverse. C'est pas qu'on vous donne un corps de remplacement. Mais du coup, ça pose beaucoup de questions bizarres. Le corps glorieux, mais je suis pas spécialiste à ce point-là. Ouais. Mais... ouais. Du coup, voilà, ça pose quand même un certain nombre de questions, même pour les chrétiens, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le même corps lors de la résurrection? Après, il y a deux autres types de théories dont je ne vais pas trop parler. Il y a les théories narrativistes, pas narrativistes. Les théories narrativistes, c'est des théories qui sont défendues, par exemple, je crois, par Galen Strawson et des gens comme ça. L'idée, c'est que ce qui fait que vous êtes la même personne qu'avant, c'est que vous vous racontez à vous-même une sorte d'histoire qui fait que vous êtes la même personne qu'avant. Il faut quand même qu'il y ait
des ingrédients en plus, il faut qu'il y ait un lien, il ne faut pas que vous halluciniez quand même le truc, oui. C'est pas DNet, le centre de gravité narratif. Alors, je pense que DNet dirait un truc comme ça, mais je pense que DNet serait clairement un peu dans le truc un peu fictionnaliste, quoi. Voilà, tandis que là, les gens qui défendent cette théorie pensent qu'il y a vraiment une identité qui est construite par la narration, quoi. Alors peut-être qu'ils n'ont pas la même ontologie. Ouais. Parce que voilà, c'est un peu comme DNet, il dit voilà, les gens, les entités ont des états mentaux parce que c'est pratique de leur expliquer leur comportement en termes d'états mentaux. T'es là. DNet, c'est toujours à la limite entre le réalisme et le fictionnalisme. Tandis que là, il y a vraiment des gens qui défendent que l'identité, vraiment, en sens plein, est construite par la narration, comme ça, quoi. Mais peut-être que DNet pourrait rentrer là-dedans dans un certain sens. Mais disons qu'il y a des gens qui le défendent dans un sens plus... moins du genre, oh, bah, c'est des histoires qu'on se raconte, quoi. C'est Strawson numéro 2 aussi. Strawson numéro 2, de Galen. Et il y a enfin ce qu'on appelle l'antiréductionnisme. L'antiréductionnisme, c'est l'idée qu'en fait, on ne peut pas expliquer la relation A est identique à B, la relation d'identité numérique. On ne peut pas l'analyser en d'autres termes, en termes de continuité psychologique, en termes de continuité physique, en termes de narration, parce que c'est une relation de base, on ne peut pas la définir en autre chose. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que la plupart des autres définitions ont quand même beaucoup de problèmes, mais en même temps, du coup, ça pose la question de comment on sait si quelque chose est identique à quelque chose, quoi. Du coup, on perçoit cette relation directement. Quelles sont les raisons de penser que quelqu'un est identique à quelque chose? Alors, juste avant de rentrer dans l'identité personnelle, une des objections qu'on peut faire à la théorie physique, quand même, c'est l'idée que, bon, en fait, c'est bien de dire que l'identité personnelle, elle se bâtit dans l'identité des corps, ce qui fait qu'un corps est le même, mais en fait, l'identité des corps, c'est tout autant le bordel. On n'a aucune idée de ce qui fait l'identité d'un corps à travers le temps. Et le cas le plus classique, c'est celui qui est développé par Hobbes, c'est celui du bateau de Thésée. Tout le monde voit un peu ce que c'est le bateau de Thésée? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un... Non, vous ne connaissez pas trop? Je suis pas sûre. Ouais. Alors, le bateau de Thésée, c'est une expérience de pensée, on dit comme ça. Imaginez, voilà, vous avez un bateau. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un bateau. C'est un bateau fait de planches de bois, un peu vintage, tout ça. Et vous entretenez le bateau, et de temps en temps, le bateau, il y a une planche qui est pourrie, quoi. Donc, vous attrapez la planche, vous la remplacez par une autre. Tout à fait normal. Mais imaginez que vous êtes un petit peu maniaque, et vous avez un attachement sentimental aux objets, et vous gardez toutes les planches de votre bateau, que vous enlevez, toutes les anciennes planches, ok? Au bout d'un moment, à force de remplacer les planches, il n'y a plus aucune planche d'origine sur le bateau. Voilà. On va dire que ça a pris des années. Vous avez remplacé les planches une par une, il n'y a plus aucune planche d'origine. Est-ce que vous auriez envie de dire que le bateau est toujours le même bateau qu'à l'origine? Imaginons que vous avez appelé votre bateau Bob. Est-ce que le bateau que vous avez 20 ans après avoir changé toutes les planches, c'est toujours Bob? C'est toujours le bateau d'origine? En général, les gens disent oui, parce qu'il n'y a pas un point auquel... Voilà, l'argument, c'est que voilà, remplacer une planche, ça ne va pas changer son identité, vous voyez. Et donc après, si je remplace une planche, ça ne change pas son identité, etc. Donc il n'y a pas de raison de penser que même si à un moment j'ai changé toutes les planches d'origine, j'ai fini par changer le bateau. C'est toujours le même bateau, parce qu'il y a cette continuité physique. Mais dans l'expérience pensée du bateau de Thésée, il y a l'idée que vous avez toutes les planches d'origine du bateau que vous avez gardées dans votre garage, là. Et là, un jour, ça vous prend, vous ne savez pas pourquoi, vous nettoyez toutes ces planches, vous les restaurez, c'est toujours les mêmes, puis vous refaites un bateau qui a la même forme que l'autre, à partir des planches d'origine. Du coup, est-ce que le bateau que vous venez de reconstruire avec les planches d'origine, c'est le bateau d'origine? Vous voyez? Parce que lui, il n'a pas eu de continuité vraiment de forme, parce qu'à un moment, c'était juste un tas de planches. L'autre, il a toujours été un bateau, il y a eu une continuité de forme, on a juste remplacé un morceau, mais l'organisation générale était gardée. Tandis que l'autre, il n'y a pas d'identité de forme, ça a été des planches disposées, puis là, d'un coup, ça devient un bateau. Mais par contre, il y a l'identité de matière, c'est vraiment les planches d'origine, quoi. Et donc ça, c'est un problème que soulève Hobbes dans son livre, dans son traité qui s'appelle Décorporé du corps, parce que justement, l'idée, c'est qu'on peut transposer ça, en fait, à la question de qu'est-ce qui fait l'identité du corps humain. L'idée, c'est que voilà, on est fait de cellules, mais les cellules se remplacent les unes après les autres chaque jour. Je ne sais pas combien de... Je sais pas, il y a des calculs qui ont été faits pour dire quelle la quantité de matière qu'on remplace chaque jour, c'est quand même pas négligeable. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui fait que c'est pas clair qu'on ait vraiment du matériau complètement d'origine à la fin, là, peut-être vous encore, mais moi pas, par rapport à quand vous êtes né. Tout a été plus ou moins remplacé, etc. Il ne reste pas grand-chose, mais on a quand même envie de dire que c'est le même corps, quoi. Vous voyez, mais du coup, bon, c'est... Donc la question, c'est voilà, la question de l'expérience de pensée, c'est sur quoi se base l'identité des corps, sur la continuité de la forme, de l'organisation, vous voyez, pour un organisme, ça marche mieux pour un bateau même, ou sur le fait que ça reste la même matière, les mêmes particules de matière qui sont utilisées. Est-ce que c'est OK? Bon, du coup, il y a eu quand même eu quelques expériences, il y a eu quand même eu quelques études qui ont été faites là-dessus, hein.
En gros, c'est des expériences qui ont été faites dans plusieurs pays. On donne vraiment l'expérience de pensée telle que je l'ai raconté. C'est juste qu'il y a John, il a son bateau, il a remplacé les planches une par une, il a gardé les planches, puis maintenant il a 2 bateaux, parce qu'il a le bateau qu'il a restauré entretenu au fur et à mesure, puis il a le bateau qu'il vient de reconstruire avec les planches d'origine. Le bateau, il s'appelait Drifter, voilà, dans l'expérience de pensée. On dit que le bateau, au début, il s'appelle Drifter, puis il y a 2 amis de John, qui s'appellent Suzy et Andy, qui ne sont pas d'accord pour dire quel bateau est Drifter. Et on demande aux gens de choisir entre les 2 phrases suivantes. Moi, je suis d'accord avec Suzy pour dire que Drifter, c'est le bateau qui est le résultat du processus graduel du fait de remplacer les planches une à une. Ou alors, je suis d'accord avec Andy pour dire que Drifter, c'est le bateau qui vient d'être tout juste construit, là, il y a quelques jours, et qui a toutes les planches d'origine, en fait. Pour voir un peu quelles sont les intuitions des gens là-dessus. Et là, vous avez les réponses par pays. Donc, en noir, c'est ceux qui disent que bon, c'est le bateau qui a été obtenu par remplacement graduel, qui est le bateau d'origine. Et là, il y a en gris foncé, c'est ceux qui disent que c'est plutôt le bateau qui a été reconstruit à partir des parties d'origine, qui est le bateau d'origine. Et vous voyez qu'en général, les gens favorisent plutôt le remplacement, à part dans quelques exceptions comme encore les Bédouins d'Israël qui étaient là, mais qui étaient toujours une population dont on n'était pas hyper sûr. Et puis, voilà, pour tout ce qui est Asie du Sud, en général, les gens sont plus partagés. Mais bon, il y a quand même une sorte de consensus un peu global où les gens tendent plus vers l'idée que c'est le bateau qui a été obtenu par remplacement graduel qui compte comme le même bateau, quoi. Mais ce qui a intéressé les gens dans ces études, c'est de savoir en fait, est-ce que les gens sont plutôt partagés, est-ce qu'ils ressentent vraiment la tension entre les deux en se disant putain c'est pas évident, quoi, il faut que je choisisse un truc mais je suis vraiment pas sûr, ou est-ce qu'il y a vraiment 2 tiers des gens qui sont c'est clair c'est le bateau qu'il faut remplacer, ou un tiers des gens et un autre tiers qui est c'est clair c'est le bateau avec les parties d'origine. Donc il y a des gens qui ont refait l'étude en demandant aux gens de choisir entre 4 options, soit les 2 que j'ai déjà présentées, soit une troisième qui s'appelle les 2. Il y a un sens dans lequel Suzy a raison et un sens dans lequel Andy a raison. Il y a un sens dans lequel l'un des bateaux est drifter et un sens dans lequel l'autre des bateaux est drifter. Voilà vraiment l'idée. Et puis l'idée selon laquelle ni l'un ni l'autre n'est des bateaux n'est le bateau d'origine en fait. Donc voilà l'idée finalement, on ne va pas forcer à choisir, il n'y en a plus aucun qui est le bateau d'origine. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en fait la plupart des gens choisissent les 2 dans ce cas-là, quoi. Donc c'est vraiment que quand on les force à choisir entre les 2 qu'ils vont dire plutôt ce qu'on obtient par remplacement. Mais clairement, il y a une tension et les gens sont plutôt à se dire, il y a un sens dans lequel l'un est la même chose. Donc vous voyez, du coup, c'est l'idée que même pour les corps physiques, qui ne sont pas des êtres qui ont des états mentaux, des états psychiques et des choses comme ça, même pour un bateau, il y a un problème sur ce qui compte comme l'identité numérique à travers le temps, quoi. Donc rien de tout ça n'est vraiment très simple. Mais alors revenons justement à l'identité personnelle des êtres doués de psyché, des individus. Les premières études sur l'identité personnelle en philo-expérimentale ont été faites vers 2010 dans ce papier, et elles s'inspirent d'un papier assez connu de Bernard Williams. Je ne sais pas si tout le monde voit un peu qui est Bernard Williams comme philosophe. Donc Williams, il a un papier qui, comme beaucoup de papiers de Williams, est à la fois hyper stimulant et très intéressant, puis des fois tu ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire. C'est un peu mon problème avec Williams. Il y a des trucs super intéressants, puis après ça... C'est un papier qui s'appelle The Self and the Future. Et Williams, c'est un des rares philosophes, on va dire un des philosophes qui défend la théorie selon laquelle l'identité est fondée dans l'identité physique, l'identité du corps, hein. Bon, il le défend à la Williams, c'est-à-dire en disant plutôt ça, mais je ne suis pas complètement sûr, c'est compliqué. Mais il est plutôt sur cette position-là. Et donc dans ce papier intitulé The Self and the Future, il essaye de montrer que nos intuitions, elles peuvent être menées tant vers la théorie psychologique que vers la théorie physique, selon comment on présente les expériences de pensée, en fait. C'est vraiment Williams qui présente ça comme ça. Et il présente 2 expériences de pensée. La première expérience de pensée que présente Williams, je vous ai mis le texte, mais je vais vous la raconter, c'est la chose suivante, c'est il faut imaginer qu'on a mis au point une machine qui permet de transférer, un peu de copier vos états mentaux et puis de les transférer dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et il faut voir que c'est un processus qui en fait les efface du cerveau d'origine puis les transfère dans le cerveau de réception. Donc, par exemple, là, je pourrais effacer tous mes souvenirs et puis les transférer dans le cerveau de quelqu'un ici, une personne qui en voudrait, etc. Voilà, ça c'est un peu le truc que vous demande d'accepter William. On n'échange pas les cerveaux, hein, il n'y a pas d'échange physique, c'est un échange purement psychique. Hein, c'est l'idée qu'on copie vos souvenirs puis on les transfère dans un autre cerveau puis ils sont effacés de là, quoi. Et il dit, voilà, imaginons qu'il y a 2 personnes, A et B, voilà, ils s'appellent juste A et B, et elles doivent faire un choix, pour des raisons qui ne sont pas bien détaillées dans l'expérience de pensée, mais ce n'est pas bien grave. Le choix est le suivant, on leur dit,
voilà, on va transférer tous les souvenirs, toutes les préférences, tous les désirs, tous les états mentaux de A dans la tête de B, donc dans le corps de B, et on va transférer tous les souvenirs de B, tous les souvenirs, les états mentaux de B dans le corps de A. Donc en gros, il va y avoir un échange entre A et B d'états mentaux. Et on leur dit la chose suivante. Et après cet échange, on va donner à l'un d'entre vous une récompense financière conséquente, hein, et on va donner à l'autre des chocs électriques, on va le torturer, ça va être fun. Voilà. Il dit, voilà, et vous pouvez choisir, imaginez, vous êtes A, hein, on vous dit, voilà, vous êtes A, vous voulez qu'après l'expérience, donc après le transfert, on torture quel corps? Le corps A ou le corps B, et à qui on donne l'argent? Le corps A ou le corps B? Sachant que, dans le corps A, il y aura tous les souvenirs et tous les états mentaux de B, et dans le corps B, il y aura tous les souvenirs et tous les états mentaux de A. Est-ce que vous voyez un petit peu l'espèce de dilemme? Donc je ne sais pas quelle est votre intuition sur le sujet. Voilà, imaginez vous êtes A, qu'est-ce que vous choisissez, quoi? Je ne pense pas que ce soit... c'est TP, mais je ne pense pas que ce soit très utile dans la vie de tous les jours. Ouais, pas d'opinion très tranchée. Moi, je dirais mon corps d'origine, j'aurais peur de ressentir la souffrance dans celui-là. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant. Mais justement, ça va correspondre à la deuxième expérience de pensée. Je vais y revenir. Donc là, en fait, pour William, c'est assez clair que s'il présente le cas comme ça, les gens vont avoir envie de suivre les états mentaux. C'est-à-dire que si vous êtes A, vous devriez dire rationnellement que finalement, il faut donner l'argent au corps B et torturer le corps A, parce que vous auriez suivi vos états mentaux. Mais donc, vous n'êtes pas vraiment sur cette idée-là, quoi. Pour le compenser. Alors, William spécifique, vous devez faire votre choix uniquement sur des bases égoïstes et rationnelles. Qu'il n'y a pas d'histoire de morale. Donc pour William, cette idée, c'est que cette façon de présenter, pour lui, elle influence plutôt du point de vue psychologique. Vous devriez avoir envie plutôt de vous dire, A va être ses souvenirs, en fait. Donc il doit préférer qu'on donne l'argent au corps B dans lequel ses souvenirs sont présentés et qu'on torture le corps A puisqu'il n'aura plus ces souvenirs-là. Donc ça, c'est plutôt ce que William dirait, et il contraste ça justement avec un deuxième cas qui est beaucoup plus proche, qui est proche des justifications que vous donniez, qui est la chose suivante, qui est, imaginez qu'on vous dit, la chose suivante, c'est demain, vous allez être torturé. Mais la personne qui vous torture vous dit la chose suivante, c'est, mais vous inquiétez pas, l'opération est faite de telle sorte que, un peu avant qu'on commence à vous torturer, vous allez perdre tous les souvenirs que vous aviez. Vous ne vous souviendrez pas du tout de qui vous êtes. On va vous torturer. Et puis, une fois qu'on vous aura vous torturé, vos souvenirs vont revenir et vous aurez oublié le moment où vous avez été torturé. En fait, vous allez avoir une sorte de blanc. C'est-à-dire que quand vous vous rappellerez du truc, vous vous rappellerez d'avant la torture, d'après la torture, mais pas de pendant. Et pendant la torture, vous ne saurez plus qui vous êtes. Donc, il n'y a pas de continuité psychologique, vous voyez. Et donc William dit, mais dans ce cas-là, si on était des philosophes qui défendent la thèse de l'identité psychologique, on devrait se dire, oh, c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas moi qui suis torturé. Voilà, Après, vous pourrez vous inquiéter parce que quelqu'un d'autre est torturé parce que vous êtes des âmes morales, mais en parlant d'un point de vue complètement égoïste, il faudrait vous dire, finalement, ce ne sera pas moi. Je n'en ai cure. Allez-y, je ne suis pas angoissé, je n'ai pas peur. Et Williams dit, ça a quand même l'air bizarre comme réaction. Moi, à la place du type, je flipperais grave quand même. Hein. Vous voyez l'idée. Donc, parce que voilà. Et il dit, voilà, ça c'est un peu un contre-exemple quand même du coup aux théories psychologiques, dans le sens où si les théories de la continuité psychologique sont vraiment bonnes, je ne devrais pas trop m'inquiéter parce que ce n'est pas moi qui vais ressentir la douleur, parce qu'il n'y a pas de continuité psychologique entre cet individu qui va se faire torturer et l'individu avant et après. Vous voyez le raisonnement ? Sauf si vous essayez de trouver d'autres types de continuité psychologique que le souvenir, mais c'est souvent le souvenir qui est mis en avant, quoi. Alors, ce sur quoi Williams écrit son article, c'est qu'il dit, voilà, dans ce cas-là, on devrait avoir des intuitions qui nous penchent plus vers la théorie psychologique. Il faut que je choisisse. A va avec ses souvenirs. A est transféré dans le corps de B avec ses souvenirs, donc il doit choisir que ce soit à B qu'on donne l'argent et que ce soit le corps A qu'on torture. Mais dans le cas numéro 2, on a plutôt des intuitions en faveur de la théorie corporaliste. Ça veut dire que même si j'ai plus de souvenirs, c'est quand même mon corps, c'est moi qui suis dedans, zut, c'est moi qui vais me faire torturer. Vous voyez un peu la tension. Donc tout le papier de Williams, c'est de dire, bon en fait, finalement, il faut plus suivre le verdict dans ce cas-là que dans le cas précédent,
Pourquoi? C'est là où c'est pas très clair et je ne vais pas trop insister sur le papier d'origine. Mais une des raisons que William avance, c'est qu'il dit voilà, celle-là, je l'ai mal présentée du coup. Celle-là, Williams l'a écrit principalement à la troisième personne en disant A et B. Et ça, c'est à la première personne. On vous demande vous ce que vous ressentiriez. Donc je l'ai mal présenté. Je vous ai dit qu'est-ce que vous feriez si vous étiez A. J'aurais pas dû faire ça. Pour présenter la chose vraiment de la façon de William, j'aurais dû vous dire que devrait faire A selon vous, quoi. Peut-être que c'est plus intuitif comme ça. Peut-être que j'ai biaisé un peu. En tout cas, une des raisons que donne Williams, c'est la chose suivante. Et donc, dans ce papier qui est là, les philosophes expérimentaux qui ont travaillé là-dessus, ils étaient intéressés dans cette tension. Est-ce qu'on peut retrouver cette tension vraiment entre des intuitions plutôt psychologisantes et des intuitions plutôt physicalistes au sujet de l'identité personnelle, la même tension que Williams met en lumière. Alors le truc, c'est qu'ils ne font pas exactement la même chose parce que de leur propre aveu dans le papier, ils n'ont jamais réussi à faire comprendre vraiment aux gens le cas A et B, quoi. Il y a toujours un truc qui cloche, il est un peu trop compliqué. Donc ils sont d'abord, avant tout, concentrés sur le deuxième cas, le cas où on vous dit « vous allez souffrir », quoi. Mais vous n'allez pas vous en souvenir. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a déjà eu ils reprennent des expériences qui ont déjà été faites par des psychologues quelques années avant sur ce sujet, selon un modèle on va le voir repris assez souvent dans les études après. C'est des cas où on leur demande, imaginez que l'année est 2020, oui, bon, c'est un petit peu rétro maintenant, mais à l'époque, c'était le futur. Et les scientifiques sont capables de faire pousser des parties du corps humain, à l'exception du cerveau. Un stock de corps est gardé et conservé de façon cryogénique pour être utilisé comme pièce de rechange en cas d'urgence. Imaginez qu'il y a quelqu'un, Jim, qui a besoin de cette procédure, il est très gravement blessé, on prend son cerveau dans son corps d'origine, on le transfère dans un corps de remplacement, et on regarde si tout fonctionne bien, s'il a les mêmes souvenirs qu'avant, etc. Et on demande aux gens, est-ce que le type dans le corps de remplacement, c'est toujours Jim, le même qu'il y avait à l'origine. Et il y a une version, on leur dit, bon, il a toujours les mêmes souvenirs qu'avant, il a toujours ses souvenirs, etc. Et les gens disent, ok, du coup, c'est toujours Jim, il a changé de corps, mais bon, il y a toujours son cerveau, c'est ça qui est le problème, il y a quand même une continuité physiologique. Et comme il a les souvenirs, c'est Jim. Mais dans le cas où on dit « Ah, mais il y a eu un problème pendant la procédure, donc du coup, il n'a plus du tout ses souvenirs, il a perdu tous ses souvenirs pendant la procédure », là, la plupart des gens disent « Ah, ben c'est plus Jim, du coup, dans le nouveau corps ». Et ça a l'air de parler dans le sens un peu des résultats qui ont l'air de parler dans le sens de l'idée qu'on a des intuitions un peu basées sur la psychologie, quoi. S'il perd ses souvenirs, c'est plus lui, quoi. Et ils disent, voilà, ça c'est ce que montre cette opération, cette expérience, mais peut-être qu'on utilise des cas à la Williams, ça va être un petit peu différent. Alors ils disent, voilà, imaginez la chose suivante, imaginez que votre cerveau a développé une infection mortelle et il va arrêter de fonctionner dans quelques heures, c'est toujours très joyeux. Vous êtes transporté à l'hôpital, dans la salle d'opération, on vous avertit, vous êtes éveillé, et vous entendez les docteurs expliquer autour de vous que la seule chose qu'ils puissent vous faire, c'est vous rendre complètement inconscient, raser votre tête, mettre des électrodes dessus et envoyer des chocs électriques dans votre cerveau infecté, mais que cette procédure va éliminer vos états mentaux, vos mémoires, vos traits de personnalité, etc., etc. Et là, on demande aux gens, bon, est-ce qu'après cette... est-ce que après la procédure, vos états mentaux auront disparu? Donc ça, c'est la question de compréhension. Est-ce qu'après la procédure, le cerveau infecté continuera à fonctionner? Donc ça, c'est toujours une question de compréhension. Quand les docteurs vont administrer les coups, vous sentirez la douleur, en fait. C'est vous qui allez ressentir la douleur. Et là, la plupart des gens disent plutôt oui, en fait. Même si ça me fait perdre mes souvenirs, c'est quand même moi qui vais ressentir la douleur. Donc plus quelque chose qui est en lien avec ce que Williams disait. C'est que dans ce cas-là, même si on dit, voilà, les souvenirs ont disparu, si on met la douleur dans l'équation, là, on se dit, pourquoi pas, quoi. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils regardent s'il y a une différence entre la première personne et la troisième personne. Et dans les deux cas, en fait, les gens disent, ouais, c'est la même personne, c'est moi qui vais ressentir la douleur, ou c'est Bob, là, qui est sur la table d'opération au début, qui va ressentir la douleur, même s'il perd tous ses souvenirs, entre-temps, vous voyez ? Même s'il perd tous ses souvenirs, c'est toujours lui qui ressentira la douleur, donc il n'y a pas besoin d'une continuité de souvenirs pour que ça soit la même personne. Est-ce que vous voyez un peu la tension? Tandis que l'expérience d'avant qu'il présentait, c'était l'idée, voilà, on vous dit, voilà, on l'a transféré dans un nouveau corps, il a perdu tous ses souvenirs, c'est plus lui, c'est plus la même personne. Et puis ils l'ont proposé aussi en première personne, il dirait, non, c'est plus moi, si ça m'arrivait, ce serait plus moi. Mais là, si on vous dit, qui c'est qui va ressentir la douleur, c'est oui, c'est moi, je vais ressentir la douleur, oui. J'ai l'impression que le truc d'identité psychologique, ça dépend beaucoup de
une fois que la personne a perdu tous ses souvenirs testamentaux, est-ce qu'elle peut en recréer des un peu similaires? Est-ce Hmm. qu'elle garde une base un peu de personnalité pour recréer des expériences un peu pareilles, ou est-ce que ça peut partir Alors on va venir justement, pas exactement à ça, mais à l'idée de changement de personnalité justement dans les études qui viennent. Peut-être que ça répondra pas complètement, je pense, mais peut-être ça répondra en partie. Oui. Est-ce qu'ils ont fait je pense, mais est-ce qu'il y a eu le signe exponentiel pour les expériences de pensée de Derek Parfit? Alors ça dépend lesquelles, on va en voir certaines. Il n'y a pas énormément, malgré ce qu'on pourrait croire, par exemple sur les cas de téléportation et de fission. Il commence juste à y avoir quelques trucs, et je suis même pas sûr qu'ils soient vraiment publiés tels quels. Je crois qu'il y a quelques trucs qui circulent. Je crois qu'il y a un papier, je crois, sur les cas de fission, des choses comme ça. Il n'y a pas énormément sur ces cas-là, figurez-vous. Ce qui est très triste, justement, parce que c'est assez intéressant. Je crois qu'il y a un papier, mais je ne sais vraiment pas s'il est publié, que j'avais vu circuler, où c'était vraiment des questions assez intéressantes, on va y revenir, du genre, imaginez, il y a le cas du téléporteur qui déconne, du coup, il y a deux personnes, est-ce que... du coup, à qui appartient la maison du mec qui était là? Est-ce qu'il se partage la maison avec sa copie? Ou est-ce qu'il y en a un qui est vraiment le propriétaire et pas l'autre, ou des trucs comme ça? Donc il y a quelques trucs, mais il n'y a pas énormément, justement, donc on ne va pas trop en parler aujourd'hui, justement, hélas, mais ouais, il y a... Bon, vous pouvez fouiller si vous voulez, vous pouvez faire votre travail dessus, mais je ne crois pas qu'il y ait énormément de trucs. Mais je vais en parler d'une autre de Parfit qui est moins rigolote, qui est celle du noble russe. Mais moi, j'avais décidé de lire Raison en personne pour ce cours, parce que j'en ai toujours lu que des extraits, puis j'ai reçu le bouquin, il était 500 pages, donc je n'ai pas fini. Mais j'ai lu la partie sur l'identité personnelle. Mais donc oui, il n'y a pas énormément de choses sur les trucs de Parfit. Alors, dans cette première étude, justement, il y a l'idée qu'il y a une sorte de tension entre ce que les gens répondent au cas de la douleur et ce qui répondent au cas qu'on a vu avant, qui est celui du transfert de cerveau dans un cas différent. Comment les gens résolvent cette tension? Alors, du coup, dans ce papier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude où ils demandent les gens de façon un peu abstraite la question suivante. Un problème, une question que se posent les philosophes, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne est la même personne entre un moment et un autre? Par exemple, ce qui est requis pour qu'une personne dans le futur soit la même personne que vous. Que pensez-vous qu'il y ait besoin qu'il y ait pour qu'est-ce qui est requis pour ceci? Donner une explication. Donc là, les gens écrivaient, mais ils nous disent pas vraiment, ils n'ont pas vraiment analysé les données, je crois. Il n'y a pas vraiment de choses dans l'article qui disent. Mais surtout, leur poser la question un peu suivante. Pour qu'une personne dans le futur soit vous, cette personne n'a pas besoin d'avoir vos souvenirs. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase, quoi? Et là, en fait, dans l'abstrait, la plupart des gens ne sont pas d'accord. Ils disent non, il faut que la personne ait les mêmes souvenirs et des souvenirs similaires avec moi pour être la même personne que moi. Donc là, il y a vraiment, ils arrivent d'une certaine façon à retrouver un peu cette tension entre le cas de la douleur, où les gens disent ça sera quand même moi, même si je souffre. Ça sera quand même moi qui souffrirai, même si j'ai plus de souvenirs. Et le cas où on pose la question un peu dans l'abstrait, comme ça, où ils disent non, il faut que la personne ait des souvenirs pour que ce soit la même personne que moi, quoi. Oui. En même temps, les gens ils ont l'impression que ceux qui sont dans le coma et qui n'en reviennent jamais, ça reste quand même. Ouais, par exemple, ça pourrait être. Alors, il pourrait avoir l'idée que les gens ont quand même le souvenir, tu vois, tout au fond, parce qu'il y a... Ça, on va voir justement, les gens ont une façon de se représenter l'intériorité qui est un peu mystique. Ça se voit d'ailleurs, tu sais, dans les films ou les choses comme ça, où finalement, quelle que soit la maladie, tu sais, il suffira qu'il entende la voix de la personne qu'il aime, puis il va se réveiller en arrachant les câbles, ou il va dire quelque chose, avoir une réaction, parce que au fond, quand même, tu vois, il reste quelque chose, quoi. Je pense que les gens ont beaucoup de mal à se dire qu'il n'y a vraiment rien dans les personnes dans le coma, et ouais. Juste par rapport aux expériences d'avant, j'ai oublié de poser la question. Enfin, dans n'importe quelle étude de psycho, on aurait contrôlé si c'est pas juste la variable souffrir, avoir de la douleur qui fait qu'on a les choix qu'on fait. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Je pense que c'est un peu la thèse de Parfit, de la thèse de William. C'est parce qu'on parle de la douleur que d'un coup nos intuitions changent, quoi. Oui. Voilà. Donc effectivement, on pourrait faire ça mieux. Hein. Là, c'est vraiment un truc un peu des débuts assez brut. Mais je pense qu'il y a vraiment l'idée, c'est qu'il faut que... Alors, eux, ils se concentrent sur la douleur, parce que Williams a parlé de la douleur. On pourrait dire peut-être que c'est une catégorie plus large, quand il y a des enjeux personnels ou pratiques ou des choses comme ça, mais... Si c'est ça qu'il veut montrer, il faudrait montrer les cas où c'est pas la douleur et où du coup l'effet n'est pas le même. Ouais, il faudrait regarder un truc. On pourrait imaginer que la personne perd ses souvenirs, puis l'opération, ça lui fait des petits chatouillis. Est-ce que c'est vous qui allez ressentir les petits chatouillis? Ce serait marrant à faire. Là, c'est vrai qu'on a peut-être moins l'intuition que... on a peut-être moins envie de dire c'est moi qui vais ressentir les petits chatouillis, quoi. Ouais, on pourrait faire un truc comme ça, ce serait plus équilibré, effectivement. De regarder, pour voir si c'est vraiment la douleur, la question de la douleur qui fait sortir ça, quoi. Ou si c'est juste un cas concret, abstrait, ou des choses comme ça. Parce que je ne vois vraiment pas, enfin, mais ça m'étonne, c'est peut-être dû à l'ignorance, mais comment ça peut avoir la
moindre signification s'il n'y a que cette donnée-là, quoi. Ouais, je crois que c'était juste de reprendre l'article de Williams. C'est vraiment un des articles les plus cités sur la question, justement parce qu'il dit qu'il y a cette espèce de tension qu'on ne pourra pas résoudre. Dans certains cas, on penche plutôt du côté de la psychologie, de l'autre plutôt du côté du corps corporel. Donc il voulait voir si on retrouvait effectivement cette tension, si cette prédiction était correcte, quoi. Et ça, par exemple, ça fait quelque chose qu'on pourrait... Par exemple, si on pourrait essayer de défendre ça en disant qu'il n'y a pas de bonne théorie, parce qu'il n'y a aucune théorie qui va rendre compte justement de ça. Mais effectivement, il faudrait plus de données que ça. C'est juste que c'est vraiment le premier papier sur la question. Donc je parle de celui-là en détail, parce que c'est le premier papier sur la question. Mais je suis d'accord avec vous que voilà, il y a plein de choses à faire qui restent, quoi. Et il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, justement, parce qu'après, il y a une énorme littérature sur les intuitions sur l'identité personnelle, mais elle s'est orientée quasiment entièrement sur une question précise, dont je vais parler juste après. Mais juste avant de venir à ça, il y a un dernier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Là, c'était un cas où ils présentaient la question abstraite et le cas de Williams à des gens séparément aux participants. Et dans le papier, ils ont une dernière expérience où ils présentent les deux cas. Ils présentent les deux cas aux mêmes participants, dans un ordre, dans un sens ou dans l'autre. Puis après, aux participants qui ont donné des réponses différentes, il leur dit voilà, maintenant que vous avez répondu à ces questions, nous attirons votre attention sur le fait que vos réponses ne semblent pas complètement cohérentes entre les deux cas, parce qu'il y a un cas où vous dites que il faut qu'il y ait des souvenirs, puis il y a un cas dans lequel vous dites que c'est quand même la personne que ce serait quand même vous qui ressentiriez de la souffrance, alors qu'il n'y a pas de souvenirs, la personne n'a plus de souvenirs, vous voyez. Donc c'est ce qu'ils appellent le cas d'équilibre réfléchi. Ils disent voilà, maintenant que vous avez ça, maintenant que vous voyez qu'il a cette incohérence, comment vous préférez trancher? Vous préférez dire qu'en fait, ce qui est correct, c'est de dire que la personne ressent de la douleur, dans le cas de la douleur, même si elle n'a pas de souvenir, ou c'est de dire que, bon, il faut qu'il y ait des souvenirs pour qu'il y ait une identité personnelle. Et dans ce cas-là, bon, il n'y a pas d'unanimité, mais il y a quand même 2/3 des gens qui vont choisir l'idée, bon, il faut qu'il y ait des souvenirs pour qu'il y ait de l'identité personnelle, quoi, qui vont plutôt trancher dans l'idée de la réponse psychologisante. Mais il y en a quand même encore un tiers qui choisit le cas de la douleur, quoi. Donc il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas un verdict unanime et clair sur la question. Alors comme je disais, la plupart de la littérature qui va se développer après sur la question de l'identité personnelle, elle va se concentrer sur une question, c'est le lien entre identité personnelle et moralité. Ça, c'est un papier qui est paru, je crois, en 2012. Le premier auteur, c'est Nina Strominger, qui était l'auteur du papier que je vous ai donné à lire pour aujourd'hui, justement, qui est une psychologue, mais qui a fait pas mal de trucs en philo expérimental. Et ça, c'est un papier qui s'appelle The Essential Moral Self, qui étudie le rôle des considérations morales dans les jugements d'identité personnelle. Et justement, ils utilisent à peu près le même type de scénario que celui qu'on a vu tout à l'heure, le cas où il y a des corps, on est dans le futur. Alors maintenant, c'est en 2049, ils se sont dit peut-être 2020, ça approche un peu trop. Donc 2049, on a des corps de rechange. John, il a un accident, il faut transférer son cerveau dans son corps de rechange. Et au cours de l'opération, il y a un problème, quelque chose a changé chez John. Et là, on peut faire varier ce qui a changé ou pas. Il y a la condition contrôle, où il n'y a pas de changement, c'est là. Il y a la condition agnosie, où il a perdu la capacité à reconnaître des objets. Voilà, il a juste un problème cognitif, il n'arrive plus à bien reconnaître les objets. Il y a la condition apathie, où en fait, il manque de motivation, voilà, il n'a plus de désir, plus de choses, il souffre de ces problèmes de troubles de la motivation. Il y a les problèmes d'amnésie, où il perd justement, il ne se rappelle plus de ses souvenirs, il a perdu la souvenir de ce qu'il avait fait avant, il n'a plus aucun souvenir. Et il y a la condition moralité, où avant, il a perdu la capacité de juger ce qui est bien ou mal, et d'être ému et d'être ébranlé par la souffrance des autres, en fait. Donc il est devenu un peu aveugle moralement, vous voyez. Et ça, après, on demandait aux gens à quel point la personne, après l'opération, voilà, on leur demandait à quel point ils étaient d'accord avec la phrase « après l'opération », la personne qui a reçu la transplantation est toujours Jim, donc la personne qui a souffert. Et on leur demande, et là en fait c'est codé à l'envers la réponse. C'est à quel point les gens vont dire que la personne n'est pas Jim, n'est plus Jim. Et vous voyez donc dans le contrôle c'est assez bas, même si on a quand même quelques personnes qui disent que ce n'est pas lui. Et en fait, le cas où il y a le plus de différence, c'est le cas où il y a des changements dans les dispositions morales. C'est même plus fort que dans le cas des souvenirs, en fait. C'est-à-dire que changer moralement, ça amène à une rupture de l'identité personnelle qui est plus grande que la perte totale des souvenirs. Ce qui est quand même assez intéressant et assez surprenant, je trouve, comme résultat. Mais on va voir que, du coup, c'est discuté. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc l'idée, c'est qu'en fait, au cœur de l'identité, avant même les souvenirs sur lesquels se sont concentrés sur les philosophes, il y a avant tout le caractère moral de l'individu. Ce qui fait qu'il est bon ou mauvais, c'est ça qui est déterminant pour son identité personnelle. C'est vraiment
Voilà, un changement moral, c'est encore plus disruptif, on va dire, ça casse encore plus la chaîne de l'identité personnelle qu'une perte totale de mémoire. Alors ça, c'est un résultat qui est répliqué dans plusieurs papiers. Par exemple, si on va du côté des philosophes plutôt que des psychologues, on a Kevin Tobia qui a un papier où il défend ce qu'il appelle le Phineas-Gage Effect. Qu'est-ce qu'il appelle le Phineas-Gage Effect? C'est une variante là-dessus, c'est l'idée que les changements moraux sont importants et brisent l'identité personnelle, mais plus dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui devient bon, qui était méchant, mais qui devient bon après avoir subi l'opération, il sera plus toujours lui-même que quelqu'un qui était bon et qui deviendra mauvais. Donc, il appelle le Phineas-Gage Effect. J'avais parlé de Phineas-Gage, tout le monde voit à peu près qui c'est bon, hein, vous savez, le type qui a plus ou moins changé de personnalité après s'être pris une barre en métal à travers le cerveau. Et donc là, c'est par exemple un papier dans lequel il propose une expérience de pensée dans laquelle il dit, voilà, imaginez l'histoire de Phineas, donc c'est l'image de Phineas, hein, il travaille sur les rails, à un moment, boum, une barre lui traverse le cerveau, et il change complètement de caractère. Mais il y a deux versions du scénario. Il y a un cas où c'était quelqu'un qui était gentil et qui aimait aider les autres, et puis maintenant il est méchant, il est cruel, pardon, et il aime blesser les autres. Et il y a un cas où avant il était cruel et il aimait embêter les autres, mais maintenant il est gentil et il aime aider les autres, quoi, suite à la déviation. Et là, vous avez une question qui a été essayée d'être formulée pour être clairement sur l'identité numérique. On va voir que c'est important. Ils disent, voilà, imaginez Art et Bart, donc c'est A et B, qui ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé dans cette histoire. Art, A, pense que Phineas avant l'accident et l'homme après l'accident sont différents d'une certaine façon, mais qui sont toujours la même personne. Pour Art, il semble qu'une personne, une seule et même personne, a juste subi quelques changements. Donc là, Art défend l'idée de l'identité numérique, vous voyez. Mais Bart, lui, il n'est pas d'accord, il pense qu'après l'accident, l'homme qui s'appelait Phineas n'existe plus, et que l'homme qui est après l'accident est une personne différente. Hein, pour Bart, il semble qu'une personne est morte, le Phineas d'avant l'accident, et que c'est vraiment une nouvelle personne qui existe après l'accident. L'homme qu'on va appeler l'homme après l'accident, vous voyez. Vous demandez aux gens, voilà, vous êtes plutôt d'accord avec Art ou avec Bart sur une échelle de 1 à 7, il y a Art d'un côté, Bart de l'autre. Et ce que trouvent les résultats, c'est que les gens sont plus d'accord pour dire que c'est vraiment pas la même personne après l'accident, quand il est passé de gentil à méchant, que quand il est passé de méchant à gentil. Un peu comme si finalement, il n'y a pas le fait, les changements moraux ne comptent pas de la même façon dans tous les sens. Hein. Quand vous devenez bon, vous restez plus vous-même que quand vous devenez mauvais. Vous voyez un peu l'idée? Et justement, dans le même papier, il teste une expérience de pensée de Parfit, qui est l'expérience du noble russe. Alors, dans le bouquin de Parfit, c'est la chose suivante, c'est imaginez un jeune russe qui a des idéaux socialistes, donc on est dans la Russie de Dostoïevski, tout ça, hein, cette époque-là, et il a l'intention maintenant de donner sa terre aux paysans, mais il sait que le temps pourrait l'amener à changer d'idéaux. Hein. Et donc, pour se préserver de cette possibilité, il fait deux choses. D'abord, il signe un document légal qui l'autorise qui donnera automatiquement son territoire aux paysans à une certaine date, et qui ne peut être révoqué que par le consentement de sa femme, que si sa femme est d'accord. Et ensuite, il demande à sa femme, promets-moi que si jamais je change si je change d'avis, si je deviens un méchant capitaliste, non socialiste, tout ce que vous voulez, et que je te demande de révoquer ce document, d'annuler ce document, tu ne le feras pas, et parce que il ajoute, je considère que mes idéaux sont essentiels à qui je suis. Si je perds ces idéaux, je veux que tu penses que j'ai arrêté d'exiger, je veux que tu fasses comme si ton mari, à ce moment-là, n'était pas moi, mais un homme qui te demande de rompre ta promesse, quoi. Et donc, dans l'idée de Parfit, il dit, voilà, ce scénario, il n'est pas complètement idiot. On peut imaginer qu'effectivement, quelques années après, l'âge faisant son travail, le jeune russe, qui est le vieux russe, a changé d'avis. Il ne veut plus donner sa terre aux paysans, parce que de toute façon, les paysans, ils sont tous nuls. Et il dit, voilà, dans ce cas-là, si c'était si clair que le vieux paysan et le jeune paysan sont la même personne, la femme devrait avoir aucun problème. Elle devrait dire, ah ok, je t'avais promis un truc, mais comme je l'ai promis à toi, tu me dis que la promesse est annulée, il n'y a pas de problème. Une personne qui a demandé une promesse, d'après Parfit, c'est clair qu'elle peut l'annuler, en fait. Voilà. Si c'est moi qui ai fait la promesse, si c'est à moi que je vous ai demandé de promettre quelque chose, je peux annuler cette promesse assez facilement.
Hein. Si je dis engage-toi à me faire ça à telle époque, puis je peux dire non, finalement, le fais pas. Si je suis la même personne, il n'y a aucun problème. C'est que si, par contre, il y a un problème si je ne suis pas la même personne. Si je dis ah, mais j'annule la promesse que tu as faite à quelqu'un d'autre, ça fait bizarre. Et il dit voilà, j'imagine le cas de cette femme, dit parfait, et ça me paraît pas, ça me paraît pas si clair qu'elle devrait se dire ah ben il y a aucun problème. Plutôt j'ai l'impression qu'elle se retrouverait un peu justement déchirée entre deux obligations, l'obligation envers son mari maintenant et ce qu'elle a promis à son mari jadis. Et le fait qu'elle soit déchirée entre les deux, ça montre que c'est pas clair que le mari est la même personne. Sinon le mari devrait pouvoir simplement annuler la promesse. Je ne sais pas si vous voyez comment fonctionne un petit peu l'argument. Alors bien sûr, vous pouvez rejeter la prémisse selon laquelle une personne peut annuler les promesses qui lui ont été faites comme ça sans aucun problème. Mais en tout cas, Parfit part de ce principe-là et dit voilà, donc c'est un cas dans lequel l'identité personnelle n'est pas claire, quoi. Alors du coup, dans ce papier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce scénario-là, mais ils l'ont fait dans deux sens. Hein. Il y a un sens où il passe d'une personne qui veut donner son territoire à tout le monde et aux pauvres pour les aider, à quelqu'un qui dit non, j'ai plus envie de donner mon territoire. Et puis il y a une histoire inverse où il dit ah non, mais fais-moi promettre que si jamais un jour je dérive socialiste, tu donneras pas le territoire. Tu vois, si jamais je pète les plombs et que je commence à avoir des idéaux socialistes, tu me promets que tu donneras jamais le terrain aux pauvres, quoi. Hein. Je te fais signer un papier. Mais en fait, il se trouve que la vieillesse faisant son usage, il a dérivé vers des idéaux socialistes et dit ah, et si on donnait la terre aux pauvres? Et là, la femme doit tenir la promesse et refuser de donner la terre aux pauvres. Donc vous voyez, le scénario est dans les deux côtés. Et c'est le même design que tout à l'heure, et les résultats vont un peu dans le même sens, où les gens disent que ont plus tendance à dire que c'est une personne différente quand il est passé de gentil propriétaire qui veut donner la terre aux pauvres à propriétaire aigri et qui veut plus donner la terre, plutôt que dans l'autre sens où il voulait pas donner la terre aux pauvres, et maintenant il veut donner la terre aux pauvres. Là, ils disent que c'est plus la même personne, quoi. Et ça, c'est un résultat qui réplique assez bien. Et bien sûr, il y a des débats qui ont été faits sur le fait de dire peut-être que en fait, le concept d'identité personnelle est déjà évaluatif, quoi. Que l'identité numérique est déjà évaluative. Est-ce que vous voyez un peu, vous avez compris hein, les manips, c'est bon? Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les résultats par contre, hein, mais est-ce que vous avez compris un peu l'idée? Oui. Est-ce que ça pourrait pas être parce que c'est plus commun qu'on devienne une meilleure personne au fur et à mesure du temps? Ça semble plus bizarre, s'il se passe un truc bizarre si on devient une moins bonne personne, quoi. Ouais, alors il faudrait que les gens aient cette croyance, mais je ne suis pas sûr que les gens aient cette croyance. Peut-être que quand on vieillit, on commence à avoir cette croyance, mais oui. Mais c'est pas plutôt qu'on est d'une manière générale dans une attitude morale et que du coup, on aborde la question avec une forme de normativité. Ce serait meilleur que... Ce serait mieux que... En restant la même personne, on devienne meilleur, qu'en restant la même personne, on soit moins bien. Du coup, on favorise la réponse où on devient meilleur, comme si on avait une volonté à ce que ce soit le cas. Alors, il y a des explications qui ont été proposées qui sont un peu comme ça, pas exactement la même, donc on verra, on en discutera à ce moment-là. Mais en tout cas, ce que ça a suscité, c'est que y a justement des psychologues et des philosophes qui ont dit oui, alors ces résultats sont très intéressants, très surprenants, il faut les prendre en compte, il faut les expliquer, mais par contre, je ne pense pas du tout que les gens parlent d'identité numérique quand ils répondent à ces questions. Je pense qu'ils disent que c'est pas la même personne, au sens où il est plus le même qu'avant, tu vois. Il a beaucoup changé, hein, René, hein, quand il a vieilli. Mais c'est quand même René, quoi, vous voyez. Et par exemple, un psychologue assez connu qui a publié un papier là-dessus, c'est Paul Bloom, qui dit, voilà, moi je pense que c'est complètement bizarre de se dire que la personne arrête d'exister, quoi. Par exemple, il dit, voilà, est-ce que c'est plausible de penser que, voilà, Bob, à 20 ans, était une personne très, très gentille, très généreuse, il aimait les animaux, puis il a subi une transformation morale, maintenant il est une terrible personne, il est égoïste, il donne des coups de pied aux chiens, etc. Est-ce qu'on va dire que Bob a beaucoup changé? Oui, mais est-ce qu'on va dire qu'il a cessé d'exister? C'est quand même super bizarre, quoi, il dit. C'est quand même bizarre d'interpréter les réponses des participants en termes d'identité numérique, vous voyez. Donc là, c'est un papier assez court qui critique ces choses-là. Il dit, voilà, est-ce qu'on veut vraiment dire que la personne meurt, quoi? Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est en gros, il y a un truc dans la culture populaire qui essaye de faire ça. Vous savez, c'est dans Star Wars, à la fin, le mec demande « Mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était mon père ?» quoi. Puis l'autre, il dit « Oui, mais moi, je pense qu'à partir du moment où il est devenu Dark Vador, il était mort. » quoi. Puis l'autre, il fait « Non !» ça paraît vraiment une grosse arnaque, quoi. Vraiment, le truc, t'as pas envie de dire que c'est une vraie solution, quoi. Et là, tu dis peut-être qu'effectivement, les gens, ils l'entendent pas vraiment. Mais en même temps, c'est dur de le dire comme ça, parce que vous vous rappelez comment la question a été formulée, là. Par exemple, dans ce papier-là, la formulation avait vraiment été travaillée pour qu'on dise, oui, il y a une personne qui considère que
que Bob, il est plus là, quoi. Il était remplacé par une autre personne, etc., etc. Mais il y a quand même des papiers, des études qui ont essayé de voir si c'était vraiment l'identité numérique qui était testée. Et l'idée, c'est qu'en général, ces études, elles demandent est-ce que c'est la même personne, et la même personne, c'est un peu ambigu. Alors, il y a une façon de le faire, je n'ai pas le papier ici, qui est assez sexy, c'est qu'en fait, il y a une langue, c'est le lituanien, où ils ont 2 mots différents pour l'identité personnelle et l'identité qualitative. Vraiment. Et du coup, quand ils ont fait l'étude en lituanien, ils trouvent que les gens disent que c'est différent sur l'identité qualitative, mais pas sur l'identité personnelle. Ça, c'est quand même super chouette. Tu vois, c'est vraiment la langue où la différence est faite. Mais alors, du coup, peut-être que c'est juste que les Lituaniens pensent différemment, tu vois. Est-ce qu'on a un moyen de tester en anglais la langue dans laquelle la plupart des études sont faites? Alors là, il y a un papier qui est paru il n'y a pas longtemps, où en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils redonnent un petit peu les mêmes expériences que j'ai décrit, par exemple celle avec Art et Bart. Donc on reprend le cas de Phineas Gage. Et la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent une phrase au début du scénario. Ils disent, voilà, Phineas Gage était né à Brooklyn. Et après, il y a le même scénario. OK. Et après, ils disent à quel point vous êtes d'accord avec les choses suivantes. Est-ce que vous êtes d'accord plutôt avec Art ou avec Bart? Donc, la question de base, comme dans l'étude de base. Puis il y a une deuxième question, c'est, à part Art, Bart et les docteurs qui opèrent Phineas Gage, combien y a-t-il de personnes décrites dans cette histoire? 1, 2 ou 3? Sachant que la seule autre personne qui est décrite, c'est Phineas Gage, et du coup, le type a Phineas Gage avant et après l'opération. Donc là, on leur demande il y en a 1, 2 ou 3, quoi. Du coup, s'ils pensent que c'est numériquement différent, ils devraient dire 2, etc. Et l'autre qui est pas mal aussi, c'est comme ça, ils disent la chose suivante, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? La personne qui existe après l'accident était née à Brooklyn. Et l'idée, c'est que si elle est numériquement différente de Phineas Gage, il n'y a pas besoin de dire qu'elle est née à Brooklyn, puisque c'est Phineas Gage qui est né à Brooklyn, vous voyez. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, quand vous posez les questions de cette façon-là, en fait, vous n'avez plus de différence entre les cas, entre les cas où il va de gentil à méchant et le cas de méchant à gentil, en fait. Là, il n'y a plus de différence, c'est-à-dire les gens répondent massivement qu'il y a une personne dans le scénario ici, dans les deux cas. Les gens disent qu'il est né à Brooklyn, le type après l'accident est né à Brooklyn, et en tout cas, il n'y a pas de différence entre les deux cas, donc on ne retrouve plus. Donc ça laisse supposer que ce phénomène où les gens disent que c'est plus une personne différente quand il y a une détérioration morale, quand il y a une amélioration morale, ça ne touche pas à l'identité personnelle numérique, mais à l'identité qualitative, vous voyez. Alors ça, c'est une autre manip que moi j'ai faite avec justement Vilius Dranzeika, qui est un chercheur lituanien. Mais du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est on a repris les mêmes cas de transplantation dans un nouveau corps, vous savez, le corps de remplacement. Mais on disait des trucs comme ça, c'est imaginez qu'avant son accident, Jim avait acheté un appartement à Chicago. Qui est le propriétaire de cet appartement maintenant? Est-ce que c'est le type qui a reçu la transplantation? Est-ce que c'est l'héritier de Jim, par exemple sa femme ou sa fille? Est-ce que c'est personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou alors on dit, voilà, avant l'accident, Jim il avait prêté $2000 à un ami qui lui a promis de lui rendre, à qui l'ami doit rendre l'argent maintenant que Jim a subi son opération. Est-ce qu'il doit le donner à la personne qui a reçu le cerveau, qui a reçu la transplantation? Est-ce qu'il doit le donner à l'héritier de Jim, à quelqu'un d'autre, etc. De la même façon, on avait des questions. Imagine qu'il avait marié une femme qu'il avait épousé une femme qui s'appelait Anne avant l'accident. Est-ce que maintenant Anne elle est veuve ou est-ce qu'elle a encore un mari, quoi, tu vois? Et donc là, en fait, la plupart des gens répondent, ce que vous pouvez vous en douter, qu'elle a un mari, que le type doit $2000 à la personne qui a subi la transplantation. Et en fait, donc ça, en orange, c'est les résultats qu'on obtenait avec ces mesures-là. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la condition contrôle puis la condition morale. Même quand ils changeaient moralement, les gens disaient tout autant les mêmes choses que, oui, elle n'est pas veuve, elle a toujours un mari, oui, c'est au type qui appartient à l'appartement, etc. Alors qu'on avait les différences avec la version classique, on demande si c'est la même personne, quoi. Alors, et on suppose que la raison pour laquelle les gens disent que l'appartement appartient au type après la transplantation, que c'est lui qui est le mari de Anne, que c'est à lui qu'on doit $2000, c'est que c'est la même personne. Qu'en fait, ils considèrent que c'est la même personne, vous voyez. Et donc, ça suppose que vraiment, si on pose les questions en termes d'implication pratique, il n'y a pas vraiment de différence entre les conditions, quoi. Donc, ce n'est pas l'identité numérique qui est touchée par ça. Mais même si ce n'est pas l'identité numérique qui est touchée, donc du coup on ne sait pas grand-chose, tous ces résultats ne disent pas grand-chose de l'identité numérique, c'est quand même assez intéressant de se demander pourquoi les gens trouvent qu'on est plus soi-même quand on devient bon
et moins soi-même quand on devient mauvais. Et ça rejoint en fait ce qu'on avait observé pour le bonheur, pour l'amour, cette sorte d'asymétrie morale, justement. Et donc, il y a une réponse qui est commune à toutes ces choses-là. Et je vais en discuter dans le temps qui nous reste. Je vais passer très vite sur quelques autres trucs dont je ne vais pas avoir le temps de parler en détail. C'est qu'il y a quelques études bien marrantes qui ont étudié un peu quels sont l'impact des croyances à l'identité personnelle sur le comportement dans la vie de tous les jours. Par exemple, alors il y a deux premières études qui testent ça, mais je ne suis pas super convaincu de la façon dont elles le testent, parce qu'elles testent les croyances à l'identité personnelle en demandant aux gens de lister les caractéristiques qu'ils pensent être vraiment centrales à leur identité, puis de s'imaginer dans 5 ans et de dire, ou dans 1 an, enfin c'est une période qui change selon les études, et de dire, à votre avis, est-ce que la personne que vous serez dans 1 an, elle va partager ses qualités, quoi. Et donc, ils regardent à quel point ils pensent que la personne dans 1 an, dans 5 ans, va partager ces qualités qui sont essentielles à eux. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une mesure des croyances directes sur l'identité personnelle. Mais bon, il y a déjà 2 papiers comme ça qui sont assez marrants, où en gros, ils essayaient de prédire, justement sur la base de ce que dit Parfit, que du coup, si les gens croient moins à l'identité personnelle, peut-être qu'ils auront moins peur de la mort, peut-être qu'ils seront moins égoïstes et plus généreux. Donc ça, c'est un papier dans lequel ils montrent que les gens qui s'identifient moins à leur moi futur sont effectivement plus généreux, ont plus tendance à donner de l'argent à des fondations. Et ça, c'était... oui, c'était ça. Et aussi, là, c'est l'idée que on demandait aux gens à quel point d'imaginer qu'ils... Alors, on retestait leur rapport au futur de la même façon, puis leur demandait d'imaginer qu'ils venaient de faire une connerie, ils venaient, par exemple, de tricher un examen, et qu'ils allaient être punis dans le futur. Et on leur demandait à quel point ce serait acceptable de leur infliger une punition sévère dans le futur, ou à quel point il fallait que la punition soit basse. Et l'idée, ce serait que justement, si vous ne pensez pas que vous, dans le futur, est la même personne que maintenant, vous devez penser que ce n'est pas adéquat de le punir sévèrement pour quelque chose que vous avez fait aujourd'hui. Il faut le plus bas taux de punition. Et puis, effectivement, vous avez un effet où les gens qui ne s'identifient pas beaucoup à leur moi futur ont plutôt tendance à dire « Mais non, il ne faut pas trop punir mon moi futur parce que ce n'est pas moi, etc. » Le papier que je trouve vraiment marrant est celui qui teste vraiment les croyances métaphysiques et philosophiques sur l'identité personnelle. C'est un papier qui a été fait sur des populations assez différentes, y compris des moines tibétains. Donc voilà, vous avez des personnes de différents pays, des Américains, des Indiens, des Tibétains, des gens du Bhoutan et des moines tibétains. Et l'idée, c'est que les moines tibétains, ils ont des croyances métaphysiques assez précises sur l'identité personnelle. Ils croient que l'identité personnelle n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de moi substantiel. C'est juste une collection temporaire d'accidents qui va se dissoudre à un moment donné. Il n'y a pas de moi au sens fort. Et donc là, c'était un papier où on leur demandait justement à quel point ils se sentaient connectés à leur moi futur, avec les mêmes questions que j'ai données. Les Américains sont très connectés à leur moi futur, vous les voyez en rouge, puis en violet, vous avez les moines tibétains qui ne se sentent pas du tout connectés à leur moi futur. Vous avez à quel point ces gens croient dans un corps self, c'est-à-dire dans un noyau dur, substantiel, je ne sais plus comment était formulée la question, mais un noyau dur, substantiel, durable du soi. Vous voyez que les Américains sont au taquet, mais les moines tibétains ils sont ici et ils sont plutôt bas. Alors en violet, c'est les Tibétains idéaux, c'est ce qu'on demandait aux moines tibétains, ce qu'ils penseraient qu'il faudrait répondre si on était un Tibétain idéal, quoi. Donc vous voyez qu'ils n'étaient pas très loin de leur idéal. Et là, vous avez à quel point les gens disent qu'ils essayent de se rassurer face face à la mort, à la venue de la mort, voilà, en se disant que finalement le moi n'existe pas. Et vous voyez que les moines tibétains sont ceux qui disent le plus souvent ça. Voilà, moi, quand je pense à la mort, je me rassure en me disant que le moi n'existe pas. Et la question que se pose, donc ça c'est vraiment pour vérifier que les moines tibétains ont bien ces croyances un peu différentes sur le soi. Et la question en termes de retombées pratiques que se posaient les personnes de l'étude, c'est est-ce que du coup, comme le prédisent un peu certaines personnes dans la littérature, le fait de ne pas penser qu'il y a un moi durable, substantiel, qui dure à travers le temps, ça va amener ces gens à être plus généreux et avoir moins peur de la mort. Et la réponse, qui est super bizarre, c'est la chose suivante. C'est déjà ça, c'est à quel point les gens ont peur de la mort, sur une échelle de peur de la mort, et les moines tibétains sont au max par rapport aux autres populations. Et là, tu te dis, ou alors sur les autres dimensions de l'échelle, ils sont à peu près comme les autres, quoi. Donc là, pas hyper clair. Et après, on leur demandait, imaginez que vous avez une maladie mortelle qui va vous tuer dans 6 mois, sauf si vous prenez un médicament. Il y a une seule dose de médicament qui est disponible, et si vous prenez le médicament, vous allez prolonger votre vie de 6 mois.
si vous prenez le médicament, mais si vous ne prenez pas le médicament, il va aller à quelqu'un d'autre et ça lui permettra de vivre 6 mois. Hein, donc c'est à quel point vous êtes prêt à vous sacrifier pour les autres. Et en fait, là, c'était un truc incrémental où on leur disait, ou s'ils répondaient « Ah, ben, je suis prêt à sacrifier 6 mois pour que quelqu'un d'autre vive 6 mois », on leur disait « Mais est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 12 mois pour qu'une autre personne vive 12 mois ?» Ou alors s'ils refusaient en leur disant « Mais est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 6 mois pour qu'une autre personne vive 12 mois ?» Vous voyez, c'était un peu pour voir un peu jusqu'où ils allaient dans le trade-off, s'ils étaient genre très très généreux ou très très égoïstes. Et en fait, les moines tibétains, c'est ceux qui avaient le moins tendance à sacrifier dans l'expérience de pensée, comparé aux autres. C'était ceux qui gardaient le plus d'années d'espérance de vie pour eux vis-à-vis des autres. Après, on peut se dire, mais en fait, c'est courant, c'est logique, parce que les moines tibétains, ils ne pensent pas que leur identité personnelle à eux que uniquement leur identité personnelle à eux est une illusion. Tout est une illusion, donc finalement, pourquoi ce serait différent pour les autres? En tout cas, c'est assez rigolo. C'est une des rares études sur le sujet que j'ai trouvé. Il y a quelques études comme ça qui essayent de regarder quels sont les effets des croyances philosophiques sur la vie de tous les jours, puis c'est jamais très brillant en général. Mais voilà, celle-là, je l'ai trouvée en préparant le cours, je ne la connaissais pas, et je trouvais qu'elle était assez marrante. Après, bien sûr, on peut dire, voilà, et peut-être, qu'est-ce qu'on peut en tirer, c'est pas clair, mais au moins elle était rigolote, et c'était ça qui comptait. Et alors, pour finir le cours, donc revenons justement à l'idée selon laquelle les gens deviennent plus eux-mêmes quand ils s'améliorent moralement, et deviennent moins eux-mêmes quand ils se détériorent moralement, où les gens sont plus heureux quand ils sont moralement vertueux, moins heureux quand ils sont vicieux. Eh ben, il y a une sorte d'explication qui a été proposée, psychologique qui a été proposée à ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'explication du vrai soi, du true self en anglais. Donc comme vous avez tous lu le papier pour aujourd'hui, je ne vous apprends rien, mais je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. L'idée, c'est que l'idée de true self, du vrai soi, elle peut être divisée en 2 étapes. Déjà, il y a cette idée que les gens se représentent le soi comme structuré en au moins 2 couches. Il y a qui les gens sont vraiment tout au fond, et puis il y a un ensemble de désirs qui sont moins eux-mêmes, qui sont des choses qui sont un peu des caprices passagers, des effets de mode, des choses qui ne sont pas vraiment intégrées à leur personnalité. Donc il y a l'idée que les gens se représentent un peu la psyché des autres comme ça, avec au moins une sorte de continuum d'intégration entre ce qui est vraiment le centre de la personne, le centre de la personnalité d'un individu, et des choses qui sont plus périphériques, plus transientes, qui ne font pas le cœur de l'identité de cette personne. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a été inventé, hein, c'est des choses qu'on trouve déjà dans la littérature. Par exemple, un philosophe qui propose ça, c'est Bergson, qui a vraiment une idée que le soi est un peu une sorte... Il y a un noyau vraiment au soi, le noyau bouillant de la liberté, et puis il y a la croûte, qui est le soi, qu'il appelle le soi superficiel, c'est toutes les habitudes, les choses qu'on fait sans trop y réfléchir, les choses que la société a mis en nous, et puis on est libre quand le noyau explose et perce la croûte. Enfin, c'est Bergson, quoi. Il y a beaucoup de métaphores, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça, c'est la première idée, c'est que les gens font la distinction entre ce que les gens veulent tout au fond et ce qu'ils veulent maintenant, là, sur l'instant, qui peut ne pas refléter ce qu'ils veulent tout au fond. Est-ce que ça vous paraît compréhensible comme notion? Et la deuxième chose, c'est l'idée qui a été rajoutée par les philosophes expérimentaux, c'est qu'en fait, les gens auraient une sorte de présupposé, c'est qu'ils pensent qu'au fond, les gens désirent ce qui est moralement bon. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance à penser que que quand les gens font quelque chose de méchant, ça vient de leur soi superficiel, et quand ils font quelque chose de bon, ça vient plus probablement de leur soi profond, de qui ils sont tout au fond d'eux-mêmes, quoi. Qu'au fond, finalement, on est tous un peu bons, quoi. Et donc ça, c'est une théorie qui a été proposée dans un papier de 2014 et qui a été testée de différentes façons. Par exemple, une première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont proposé une liste de comportements qui étaient soit bons, soit mauvais. Par exemple, si quelqu'un est un businessman éthique ou un businessman non éthique, si quelqu'un est contre le terrorisme ou soutient le terrorisme, si quelqu'un respecte ses employés ou maltraite ses employés, si quelqu'un est un bon petit copain ou un mauvais petit copain. Donc on leur dit, voilà, imaginez que quelqu'un fait la chose suivante. Hein. Par exemple, là, dans l'exemple qui a... Par exemple, imaginez le cas de Omar, qui a une personnalité telle que ça l'amène à traiter les minorités ethniques avec respect ou à maltraiter les minorités ethniques. On lui demandait d'où vient ce comportement. Ça vient de son vrai soi, l'aspect le plus profond, le plus essentiel de son être, de son soi superficiel, les choses qu'il a appris de la société ou des autres, ou ni l'un ni l'autre. Et déjà, ce qu'il trouvait dans cette première étude, c'est que, en général, les gens avaient plus tendance à dire que les choses bonnes venaient du vrai soi, et les choses mauvaises venaient du soi superficiel, en fait. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes une personne qui respecte les minorités, vous exprimez votre vrai soi, mais quand vous êtes méchant envers les minorités, ça n'est pas forcément vraiment qui vous êtes. Vous avez été corrompu par votre environnement d'une façon ou d'une autre. Mais ensuite, il y a une étude que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez fascinante. C'est un cas où ils proposent l'exemple suivant. Ils disent, voilà, imaginez la chose suivante.
Marc est un chrétien évangéliste. Il croit que l'homosexualité est moralement mauvaise, parce qu'il est chrétien évangéliste, c'est les États-Unis, etc. Donc il a cette croyance, l'homosexualité est moralement mauvaise. En fait, Marc, maintenant, il dirige un séminaire dans lequel il coach les homosexuels pour leur apprendre des techniques qu'ils peuvent utiliser pour résister à leur attraction à des personnes du même sexe. Donc c'est vraiment des trucs qui existent. Hein. Voilà, donc là, c'est clair qu'au niveau explicite, là, lui, il croit que c'est mal, et il fait tout pour que les gens ne plongent pas dans le péché, etc. Mais on lui dit, mais il se trouve que Marc, tout au fond de lui, est attiré vers d'autres hommes. Il l'admet, hein, il admet aux autres et il en discute, mais ça fait partie de son défi personnel de résister à ces impulsions qui les poussent vers les personnes du même sexe. Et après, on proposait ce scénario aux gens, puis d'autres du même style dans lesquels il y a un conflit, et puis on demandait aux gens, à votre avis, qu'est-ce qui représente le mieux cette situation dans les graphiques suivants ? En fait, tout au fond de lui-même, dans son vrai soi, Marc il croit que l'homosexualité est mal, mais il a une attraction vers les autres hommes qui fait partie de son soi superficiel, qui le tire, qui l'amène à ne pas toujours agir sur la base de son vrai soi. Ou alors c'est le contraire, c'est tout au fond de lui-même, il est attiré vers les hommes, c'est ça, c'est ce désir-là qui forme son identité au fond de lui-même. Mais il se trouve qu'on lui a mis dans la tête des croyances selon lesquelles l'homosexualité est mauvaise et ça l'empêche d'être lui-même, vous voyez un peu, je pense que peut-être que ce cas de figure est plus intuitif pour vous. J'ai remarqué que ça marchait moins bien quand on n'était pas aux États-Unis, ce genre de truc, mais ça marche bien aux États-Unis. Ou alors c'est que les deux font partie de son vrai soi, hein, il a un vrai soi divisé, hein, il est divisé intérieurement, ou alors les deux font partie de son soi superficiel. Donc vous voyez, il y a vraiment une représentation graphique, puis on demande aux gens de choisir quelle est la représentation qui pour eux correspond le mieux au scénario. Et en fait, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est de regarder les réponses des gens en fonction de leur orientation politique, libéraux ou conservateurs. Donc là, par exemple, vous avez ce cas-là, c'est le cas de Marc, hein, il pense que l'homosexualité est mauvaise, mais il est attiré vers des personnes du même sexe. Et vous voyez, chez les libéraux, la plupart répondent que son true self, son vrai soi, ce sont ses sentiments pour les autres hommes. Et qu'en fait, du coup, sa croyance que l'homosexualité est mauvaise, ça ne fait pas partie de son vrai soi. Tandis que chez les conservateurs, vous avez le pattern inverse, hein, et la plupart disent que ce qui fait partie de son vrai soi, c'est la croyance que l'homosexualité est mauvaise, vous voyez. Donc en gros, il y a l'idée que finalement, la perception de ce qu'au fond, il veut vraiment, de ce qu'il croit vraiment au fond, ça dépend du filtre moral des participants, en fait. Les gens projettent sur la psychologie de Marc leurs propres valeurs. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'au fond, ce que veut Marc, tout au fond, c'est ce qu'eux pensent être bon, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a une sorte de biais dans lequel on considère qu'au fond, les gens veulent ce qui est moralement bon, selon nous, quoi. Ça c'est à peu près la même chose. Et bon, ça c'est des résultats qui ont été assez bien répliqués pour le coup. Ça marche assez bien. Ça a été répliqué dans pas mal de pays. Donc là, vous avez les résultats d'expérience à peu près pareils, où les gens disent que, en gris, c'est les gens qui disent que on présente des comportements bons, mauvais ou neutres, puis on demande est-ce que ces comportements viennent du vrai soi de la personne ou du soi superficiel, puis les comportements bons sont jugés comme faisant plus partie du vrai soi. Donc ça se retrouve dans plusieurs pays, il y a plusieurs études qui ont regardé ça dans plusieurs pays, ça se retrouve même chez les Français, ce qui était quand même assez pas évident. Moi, c'était un pari que j'avais avec les auteurs, je ne suis pas sûr. Mais voilà, peut-être que je sous-estime le côté fleur bleue de mon pays. Et il y a aussi des études qui ont trouvé ça chez les enfants. Donc ça, c'est à peu près la même idée. Hein. On propose des comportements qui sont soit moraux, soit personnels, où la personne cherche à remplir à satisfaire ses propres intérêts. Et puis on demande aux enfants, alors c'est des enfants déjà un peu âgés à partir de 7-8 ans, est-ce que tout au fond c'est ce qu'ils veulent vraiment ? Et les enfants disent plus oui quand c'est dans des comportements moraux. Il y a quand même quelques trucs qui ne vont pas exactement dans ce sens-là, mais qui ne sont pas non plus incohérents. C'est cette étude qui est vraiment très récente, qui a été faite chez les enfants et aussi chez les adultes sur les personnages de fiction. Genre Voldemort, le Capitaine Crochet, etc. Et il y a plein d'études dedans, et il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Par exemple, il y a cette étude où on dit aux enfants, donc c'est à partir de, je crois que c'est de 4 à 12 ans, donc je ne me rappelle plus exactement comment ils ont formulé le truc, mais ils disent, voilà, Capitaine Crochet, il va chez le docteur, puis le docteur, il a mis au point une machine qui permet de voir ce que les gens ils ont dans leur cœur, ce qu'ils veulent vraiment tout au fond d'eux, tu vois. Et est-ce que quand on regarde Capitaine Crochet, les gens, tout au fond d'eux, ils veulent des choses mauvaises ? Puis les enfants disent, ouais, quand même, Capitaine Crochet, tout au fond de lui. En noir, c'est les gens qui disent qu'au fond de lui, il veut des choses bien. Puis en gris, c'est celui qui dit qu'il veut des choses mauvaises, vous voyez. Donc Capitaine Crochet, clairement, et Voldemort aussi. Bon, quand même, au fond,
il veut des choses mauvaises. Donc il y a vraiment des gens qui ont un true self quand même très méchant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il donnait aussi des études comme ça aux enfants et aux adultes dans lesquelles ils disent aux gens des cas de transition. Ils disent, voilà, au début, il était gentil, et après, il est devenu méchant. Ou alors, il était méchant et il est devenu gentil. Et on leur demandait à quel point ce changement, ça lui permet d'être vraiment qui il voulait être tout au fond, quoi. Et là, la plupart des gens répondent que, bon, c'est plutôt quand il passe de méchant à gentil qu'il devient vraiment qui il est, quoi. Et moins, donc... Peut-être que quand on est vraiment méchant très longtemps, on finit qu'un true self très méchant, mais il y a quand même cette idée qu'au début, quand même, les méchants, ils devaient être un peu gentils, quoi. Et je pense que c'est une idée assez générale qui explique pourquoi, souvent, quand on fait des films sur l'origine des méchants, ils sont toujours gentils, puis ils ont un traumatisme, et puis vous savez, c'est un peu ce problème-là. C'est assez intéressant, parce que vous avez rarement les origin stories de gentils où on a besoin d'expliquer qu'ils étaient méchants, puis ils sont devenus gentils, tu vois. T'en as, mais c'est pas vraiment le cas. À la limite, ils étaient normaux, puis ils sont devenus super gentils, quoi. Mais quand on demande aux scénaristes de faire une origin story de méchant, souvent il y a un peu l'idée qu'il faut expliquer qu'il était gentil et pourquoi il est devenu méchant, tu vois. Je me rappelle, il y a eu des complaintes comme ça assez intéressantes. Moi, il n'y a que moi qui s'intéresse, parce que je travaillais déjà sur le sujet à l'époque, mais ça commence à faire un moment, mais il y avait une année où c'était DC Comics qui avait fait un mois où c'était que des origin story de méchants. Genre, il y en avait 50 qui étaient sortis le même mois. Et une des critiques qui revenait dans la presse, c'est bon, elles sont à peu près toutes sur le même modèle, quoi. Il était gentil, il lui arrivait un truc, il est devenu méchant, quoi. Et ça devient un peu chiant. Du coup, les mecs disaient, on ne peut pas juste avoir quelqu'un qui est méchant depuis le début. Puis on pourrait expliquer un peu cette tendance avec ce truc-là, c'est que par défaut, les gens sont gentils et il faut une explication pour le fait qu'ils deviennent méchants. Par contre, s'ils sont gentils dès le début, il n'y a pas besoin d'explication, quoi. C'est le défaut, quoi. C'est le point par défaut. Il y a une... Je disais, ils sont rousseauistes. Oui. Ouais, en fait, Rousseau n'est pas aussi fleur bleue que ça, mais... Non, mais... dans le sens où Ouais. l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le défrappe. Ouais, c'est ça. Pour une cause. Ou alors c'est freudien, c'est genre, il y a eu un événement. Ouais, il y a eu un truc, ouais. Non, mais je dis ça parce que, ouais... Parce que la phrase de Rousseau sur la société, c'est pas exact, elle dit pas exactement ce qu'on veut qu'elle dise. Mais bon, ça, je vais pas rentrer là-dedans, ça fait partie de mes trucs, mes obsessions personnelles. Mais oui, il y a ce côté un peu, voilà, au fond, par défaut, les gens sont gentils, il faut une explication pour pourquoi ils deviennent méchants, et on n'a pas besoin d'explication pour le fait qu'ils soient gentils, quoi. Et donc, en fait, quand on prend ça en compte, il y a certains papiers qui montrent que ça permet d'expliquer certaines des asymétries qu'on a vues, en fait. Par exemple, vous vous rappelez que les gens disent que les gens sont plus heureux quand ils sont heureux parce qu'ils sont vertueux et qu'ils sont moins heureux quand ils sont heureux parce qu'ils sont vicieux. C'est parce qu'en fait, les gens se disent, mais au fond de lui, c'est parce qu'il ne fait pas vraiment ce qu'il veut dans le cas où il est heureux parce qu'il est méchant. Et donc il y a d'autres papiers qui sont sortis que je n'ai pas mis là récemment qui montrent que les gens se disent que quand on leur présente des scénarios de personnes qui sont heureuses mais qui agissent de façon méchante, genre le méchant nazi, etc., les participants ont beaucoup de mal à ne pas se dire que tout au fond, il est quand même un petit peu torturé intérieurement, tu vois. Qu'il n'a pas vraiment cette paix de l'âme. Tandis que dans le cas où on lui présente quelqu'un qui est bon, qui est heureux parce qu'il est bon moralement, les gens se disent « Ah bah oui, lui, il n'a pas de tourment intérieur, il a moins de chances d'avoir des tourments intérieurs. » Pourquoi ? Parce que les gens se disent que tout au fond, c'est pas possible, ou alors c'est très peu plausible de pas être dérangé par le fait d'être méchant. Vous voyez comment ça s'explique par là, quoi. Et c'est pareil pour l'identité, ce qu'on vient de voir sur l'identité personnelle. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'il y a plus de changements quand on passe de gentil à méchant que de méchant à gentil ? C'est parce qu'au fond, les gens se disent que la personne est bonne au fond. Donc si elle passe de méchant à gentil, elle devient plus ce qu'elle est au fond, vous voyez ? Tandis que si elle passe de gentil à méchant, elle s'éloigne plus de ce qu'elle est au fond, donc elle est moins elle-même, quoi. Donc tous ces phénomènes, en fait, ils peuvent être expliqués par cette croyance-là, qui est que, au fond, tout au fond, les gens ont plutôt tendance à vouloir ce qui est moralement bon, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une croyance, parce que ce n'est pas forcément un truc explicite qu'ont les gens, mais c'est plus quelque chose qui ressort comme ça, quoi. Alors juste, ça explique aussi des trucs sur le libre arbitre dont je n'avais pas parlé. Vous vous rappelez les cas de manipulation que j'avais proposés, où finalement l'explication c'était que les gens jugent que dans les cas de manipulation, l'agent n'est pas moralement responsable parce que tout au fond de lui, il ne pouvait pas vouloir ça. Souvent, ça a été testé qu'avec des cas négatifs. Et par exemple, il y a une manip où on a testé ça avec des cas positifs, où le type il est manipulé à sauver des vies. Et dans ce cas-là, même si le type est manipulé, les attributions de responsabilité morale et de libre arbitre, elles sont quasiment au max. Pareil que pour quelqu'un qui n'est pas manipulé. Parce qu'il est manipulé, mais pour faire le bien. Donc finalement, il est en accord avec ce qu'il veut vraiment, quoi. Donc là, les gens ont beaucoup moins l'intuition que l'agent manipulé n'est pas libre quand il fait quelque chose de bien, quoi. Parce que finalement, c'est en accord avec son vrai soi.
Alors pour finir, il y avait 2 questions pour aujourd'hui qui, à mon avis, se rejoignent si elles ne se retrouvent pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je me demande s'il y a de la littérature sur la bonté du true self, qui défend que la théorie que le true self est vu comme bon pour des raisons normatives, alors le true self est bon parce qu'il devrait l'être, ce qui rejoint un peu ce que vous aviez dit. Mais c'est pas moi qui vous ai... Ouais, je sais, mais je connais... Ou alors je me trompe largement sur votre nom, mais je sais que c'est pas vous. Oui, mais du coup, c'est un peu cette idée-là. Alors, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait formulé la théorie comme ça, mais il y a un peu cette idée que en fait, le concept humain est normatif. Ça fait partie du concept d'intégrer une dimension évaluative. Ce n'est pas une croyance que les gens auraient à côté, quoi. Mais je ne crois pas que ça a été formulé tel quel. Il y a d'autres formulations, il y a d'autres trucs dont je n'ai pas le temps de parler, qui est l'idée que peut-être que quand les gens se basent sur l'identité de quelque chose, ils se basent en fait sur ce qu'ils pensent être le but de cette chose-là. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de développer ça, mais il y a une littérature sur ce qui fait qu'on identifie les objets et l'identité des objets. Et il y a des gens qui défendent l'idée que ce qui fait qu'un objet est le même, ça dépend de quelle vue on a quel but on a en tête. Par exemple, le cas du bateau, il y a un papier, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, où le type qui fait le papier dit qu'il arrive à changer si les gens disent que le bateau c'est plutôt les planches ou plutôt le truc qui a été remplacé continuellement, en spécifiant dans quel but on est en train de se placer. Par exemple, il dit, voilà, si je dis, voilà, machin a envie de faire une sortie en mer, et bon, on va plutôt privilégier l'idée que le bateau, ça va être le truc qui a été remplacé graduellement. Mais si maintenant on dit, je veux faire une exposition de bateau, dans ce cas-là, ils vont dire, ah, peut-être que le bateau d'origine, c'est le bateau, parce que, étant donné le but qu'on a en tête, donc là, l'idée, ce serait que le but de l'être humain, c'est d'être moral, donc on se place de ce point de vue-là, que comme la fonction de l'être humain, c'est moral. Donc c'est une explication, mais je ne suis pas sûr que ça ait été formulé tel quel. Et en fait, il y a cette question qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est effectivement un truc sur lequel je travaille, c'est quelqu'un qui je me demande si d'autres auteurs avaient étudié le sujet et s'ils ont réfuté le deuxième propriété qu'accorde Strominger, c'est-à-dire le fait que le vrai moi est insensible aux preuves. En effet, il serait intéressant de savoir si l'on pouvait tenter de considérer le vrai moi comme un concept scientifique et non comme une fiction comme le texte suivant. Des études ont-elles montré le vrai moi comme quelque chose d'objectif? Alors pour remettre la question en perspective, c'est la fin du papier de Strominger que vous aviez à lire pour aujourd'hui. Elle a développé tout le texte sur la croyance au vrai soi, et puis elle dit la chose suivante, elle dit « Mais le vrai soi, ce n'est pas quelque chose qui existe. Ce n'est pas un concept auquel correspond quelque chose dans la réalité. » Et elle propose 2 arguments qui, à mon avis, sont mauvais en faveur de cette conclusion. C'est les arguments suivants, c'est l'idée que la croyance au true self, elle est assez insensible aux preuves, déjà, vous voyez. C'est-à-dire que, en gros, vous avez beau dire qu'au fond de lui, il veut quelque chose de mauvais, les personnes assument quand même qu'au fond, il veut quelque chose qui est assez bon. Et la première, c'est qu'elle dépend des l'attribution dépend des valeurs de la personne qui observe. Et donc elle dit, voilà, le concept ne correspond à rien dans la réalité. Alors c'est pas un bon argument, parce que ça veut juste dire que la façon dont les gens identifient le true self est insensible aux preuves et qu'il est biaisé par les valeurs. Mais on pourrait penser qu'on pourrait délimiter quelque chose comme le vrai soi. Effectivement, dans la psychologie humaine, cette distinction, elle a une valeur. Et ça, alors il n'y a pas énormément de choses dans la science, même s'il y a beaucoup dans la psychologie un peu positive, un peu machin, il y a beaucoup l'idée du vrai soi, etc. Mais c'est une question qui est vraiment travaillée en philo. Là, je vous donne un exemple d'un article de Chandra Sripada. C'est qu'il y a des théories en philo qui s'appuient sur le vrai soi et qui essayent de dire comment on pourrait distinguer ce qui fait partie du vrai soi d'une personne et du soi superficiel. Mais c'est clair que dans cette façon de théoriser la question, il n'y a pas l'idée que le vrai soi est forcément positif ou forcément négatif. Et donc les 2 questions qu'on avait sont un peu reliées, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui travaillent sur le true self disent que ça peut correspondre à rien dans la réalité, parce qu'ils pensent que le fait que le true self est forcément moralement bon, ça fait partie du concept lui-même, un peu de ses conditions d'application, quoi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. On a vu chez les enfants, la plupart disent, bon, le Capitaine Crochet, son true self, il est vraiment très méchant, quoi. C'est plus une tendance à penser qu'il a plus de chances d'être bon. Et dans ce cas-là, à mon avis, le concept lui-même n'est pas entièrement normatif. C'est plus, on a tendance à se baser sur des valeurs morales quand on l'attribue. Et donc, on pourrait voir, après, il faut voir vraiment si psychologiquement, scientifiquement, il y a un sens dans lequel on peut distinguer plusieurs, par exemple, façons dont les valeurs sont intégrées à la psyché de l'individu. Donc, il y a plusieurs théories sur comment délimiter ça. Donc, c'est pas clair que ça soit un concept qui a aucun sens, quoi. Mais par contre, c'est clair, il n'y a pas de raison de penser que la croyance sur laquelle il est forcément bon est fondée scientifiquement. Après ça, je ne sais même pas comment scientifiquement on testerait ça, mais voilà. Et donc voilà, et ça c'est un truc qui a été trouvé en grande partie dans la littérature en philo-XP, cette croyance un peu universelle en un vrai soi assez bon, et je trouve que c'est une trouvaille qui réplique assez bien, et elle est assez cool, je trouve, parce qu'elle explique pas mal de trucs bizarres.
Et c'est un phénomène assez intéressant. Et donc, je voulais finir là-dessus. Et donc, nous avons fini pour cette année. Merci. Donc voilà, si vous avez